Personne de ma famille n'est venu à ma remise de diplôme. Pas une seule personne. Mes parents sont partis en voyage de luxe à Marbella avec ma sœur. Mais alors que je montais sur l'estrade, mon téléphone a vibré avec un SMS de papa, rentre immédiatement. Suivi de 35 appels manqués. Je m'appelle Léonie, j'ai 23 ans, et ce jour-là, j'ai reçu mon diplôme de master en urbanisme avec mention, seule. Toute ma vie, j'ai été la fille, fiable, le plan de secours. Pendant que ma sœur Cassandre collectionnait les likes, je collectionnais les diplômes, espérant qu'un jour, cela suffirait à acheter leur fierté. Mais alors que j'obtenais la plus grande réussite de ma vie, ils m'ont remplacé par un voyage au soleil. Et ces 35 appels. J'ai cru qu'une catastrophe était arrivée. J'avais raison. Mais la catastrophe, c'était eux. Avant de plonger dans les détails de cette journée, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. C'est incroyable de voir comment nos histoires peuvent nous connecter, peu importe la distance. Et si vous aimez les histoires de vie, de résilience, et soyons honnêtes, de drame familial, n'oubliez pas de vous abonner. Ce matin-là, le soleil de juin inondait Lyon, comme s'il savait que ce jour était censé être spécial. J'avais à peine dormi. Ma toge universitaire, louée pour l'occasion, était suspendue à la porte de mon armoire. Elle ressemblait à une armure. J'ai passé trop de temps devant le miroir. Non par vanité, mais par espoir. Pour une fois, je voulais qu'il me regarde et voie quelqu'un qui avait réussi. J'ai lissé ma robe, ajusté ma coiffure. J'ai même mis ce parfum cher que ma mère m'avait offert il y a 3 ans pour mon anniversaire, probablement un cadeau reçu gratuitement par ma sœur et qu'elle ne voulait pas. Sur mon bureau, l'invitation imprimée reposait. Papier cartonné, calligraphie soignée. La famille de Léonie Berthelot. 5 places. Je les avais réservées il y a un mois. Nous serons là, chérie, avait dit ma mère au téléphone, d'une voix distraite, comme si elle confirmait une liste de courses. Je suis arrivée seule au grand amphithéâtre de l'université. L'air vibrait d'une électricité joyeuse. Des ballons, des rires, l'odeur du café et de la laque. Partout, des familles. Des pères en costume ajustant les mortiers de leurs enfants, des mères tenant d'énormes bouquets de fleurs, des fratries criant et sifflant. J'ai trouvé ma place parmi les autres étudiants. Mon téléphone est resté silencieux. Pas de « on se gare », pas de « on arrive ». Rien. Et puis, j'ai vu les sièges. Rangée G, siège 1 à 5. 5 chaises vides, au centre, là où la vue était parfaite. Je les ai fixées si longtemps qu'elles ont commencé à danser devant mes yeux. Une volontaire m'a tapoté l'épaule. Ne vous inquiétez pas, ils vont sûrement arriver, il y a toujours des retardataires. J'ai hoché la tête, incapable de lui dire la vérité. La cérémonie a commencé. Des nonnes étaient appelées. Des familles explosaient de joie. Je regardais mes pieds. Puis mon téléphone a vibré. Enfin. J'ai ouvert le message, le cœur battant. C'était maman. Chérie, nous avons eu un imprévu de dernière minute. Vraiment désolé, on ne pourra pas être là. On se rattrapera. Bisous. Un imprévu. J'ai senti le sol se dérober. Par réflexe, j'ai ouvert Instagram. La première story en haut de mon fil était celle de Cassandre. Ma petite sœur de 20 ans, l'influenceuse. La photo montrait ma mère, mon père et elle, tous les 3 souriants, lunettes de soleil sur le nez, dans un terminal d'aéroport. Géolocalisation, Marbella, Espagne. Légende, besoin d'une pause soleil en famille. #detox, #luxury. Il n'avait pas eu un imprévu. Ils m'avaient choisi comme n'étant pas prioritaire. Ils avaient pris un avion pour l'Espagne pendant que je m'apprêtais à monter sur scène. Léonie Berthelot. Mention très bien. Mon nom a résonné. Je me suis levée, mes jambes tremblaient. En pilotage automatique, j'ai marché vers l'estrade. J'ai souri pour la photo, un sourire vide, un masque que j'avais appris à porter. J'ai serré la main du doyen. Et c'est là que ça a commencé. Mon téléphone, dans la poche de ma toge, a vibré. Une fois.
2 fois. Puis il n'a plus arrêté. Vibration sur vibration. C'était frénétique. J'ai attrapé mon diplôme, ce rouleau de papier pour lequel j'avais sacrifié 4 ans de ma vie. Quand je me suis rassise, j'ai regardé l'écran. 35 appels manqués. Tous de papa. Et un seul, unique SMS, envoyé il y a 2 minutes. 4 mots. Rentrez immédiatement. Pas un mot de félicitation. Pas d'excuse. Juste un ordre. Le silence de leur absence était assourdissant, mais leur urgence soudaine était terrifiante. Qu'est-ce qui pouvait être si urgent à Marbella? Je n'ai pas assisté au pot de fin d'année. Je n'ai pas pris de photos avec mes camarades de promotion. J'ai rendu ma toge, j'ai serré mon diplôme contre ma poitrine comme un bouclier, et j'ai marché jusqu'à ma vieille Clio sur le parking. Le trajet de 20 minutes jusqu'à Écully, la banlieue chic où mes parents vivaient, m'a semblé durer une éternité. Écully, c'est le royaume de l'apparence. Des belles maisons, des jardins manicurés, et des secrets bien gardés. Notre maison était l'une d'entre elles. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Papa. Encore. J'ai laissé sonner. J'avais besoin de comprendre. Était-il rentré si vite? L'imprévu était-il si grave? Je me suis garée. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. J'ai utilisé ma clé. L'odeur habituelle de cire d'abeille et de café froid m'a accueilli. Papa? Maman? Dans le salon. La voix de mon père était tendue. Je les ai trouvés. Assis, non pas comme une famille, mais comme un conseil d'administration. Papa au centre du canapé, maman dans le fauteuil, et Cassandre, avachie sur la méridienne, tapotant furieusement sur son téléphone. Elle portait un peignoir en soie. Ils étaient donc rentrés. Personne ne m'a regardé. Personne n'a dit « félicitations ». Mon père a pris la parole, le ton d'un manager annonçant de mauvais résultats. Léonie. Assieds-toi. Nous avons un problème. Je suis restée debout. Mon diplôme, ai-je demandé, la voix faible. Ma mère a eu un geste vague de la main. Ah oui, c'est très bien, chérie, félicitations. Écoute, il y a plus urgent. Plus urgent que le jour le plus important de ma vie. Bien sûr. Cassandre a eu un petit souci, a continué mon père. Cassandre a grogné sans lever les yeux. C'est pas de ma faute, c'est l'hôtel qui a fait une erreur. Un souci? Mon père s'est frotté l'arête du nez. Son voyage à Marbella. C'était pour un partenariat. Les choses ont un peu dérapé. Les dépenses. L'hôtel, les restaurants. Ma mère a pris le relais, la voix mielleuse. Elle a un style de vie à maintenir, tu comprends. C'est son image de marque. Son image de marque vient de dépasser la limite de sa carte de crédit, a lâché mon père. Elle est bloquée. Complètement. Je les regardais, incrédule. Et, vous m'avez fait venir pour ça? Vous avez ignoré mon diplôme pour une carte de crédit bloquée? Ce n'est pas qu'une carte de crédit, c'est presque crié ma mère. C'est la honte. Si ses partenaires la prennent. Elle doit payer une facture d'hôtel maintenant. J'ai posé mon diplôme sur la table basse. Combien? Mon père a évité mon regard. 7 400 €. 7 400 €. J'ai failli m'étouffer. C'était plus que ce que j'avais économisé en 2 ans de travail à temps partiel à la bibliothèque universitaire. Et vous attendez quoi de moi? Léonie, a dit mon père, prenant enfin ce ton paternel qu'il réservait aux demandes impossibles. Tu es la responsable. Tu viens de finir tes études, tu vas avoir un bon travail. Tu as des économies. Ta sœur est dans une impasse. Ma mère a souri. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tu vas bien nous prêter ça, n'est-ce pas? Juste le temps qu'elle se refasse. J'ai regardé Cassandre. Elle souriait, absorbée par son téléphone. Elle n'avait même pas la décence de demander elle-même. J'ai ri. Un rire sec, amer, qui m'a surprise moi-même. Vous m'avez abandonné le jour de ma remise de diplôme. Vous êtes parti en voyage de luxe en Espagne.
Et maintenant, vous m'appelez 35 fois, non pas pour vous excuser, mais pour que je paie vos vacances. Le visage de mon père s'est durci. Ce n'était pas des vacances, c'était pour sa carrière. Non. Le mot est sorti, clair et net. Non. Je ne paierai pas. C'est son problème. Cassandre a enfin levé les yeux. Son regard était plein de venin. Tu as toujours été jalouse, de toute façon. Tu ne supportes pas que je réussisse. Réussir? J'ai attrapé mon diplôme sur la table. Ça, c'est une réussite. Ce que tu fais, c'est t'endetter. Et je ne serai pas votre banque. Je me suis dirigée vers la porte. Ne m'appelez plus pour ça. Je suis partie dans leur silence stupéfait. J'avais enfin dit non. La sensation était terrifiante et incroyablement libératrice. Mais en montant dans ma voiture, je savais une chose, ce n'était pas fini. Ils n'abandonnent jamais si facilement quand il s'agit d'argent. Je suis rentrée chez moi, dans mon petit studio d'étudiant près de la fac. L'adrénaline du « non » s'estompait, laissant place à une fatigue immense. J'ai posé mon diplôme sur l'étagère, entre deux livres de cours. Il avait l'air petit et insignifiant. Je n'ai pas pleuré. J'étais juste vide. J'ai commandé une pizza surgelée et j'ai regardé le mur pendant 1 heure. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la ferme intention de commencer ma nouvelle vie. J'allais postuler pour des emplois dans des cabinets d'urbanisme. J'allais prendre un café avec Margot, ma seule véritable amie, et lui raconter. J'allais tourner la page. J'étais en train de mettre à jour mon CV quand mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu de Lyon. Je m'attendais à ce que ce soit mes parents depuis un autre téléphone. J'ai décroché, prête au combat. Bonjour, Madame Léonie Berthelot? La voix était professionnelle. Oui, c'est moi. Ici Monsieur Durand, du service de prévention des fraudes du Crédit Agricole. Je vous appelle concernant une transaction inhabituelle sur votre compte d'épargne. Mon cœur s'est arrêté. Mon compte d'épargne? C'était là que je gardais tout. L'argent pour ma caution, pour ma future voiture, pour ma vie. Quelle transaction? Ai-je demandé, la gorge sèche. Nous avons une demande de virement instantané de 5 240 €, émise ce matin à 9h02. Le destinataire est un compte au nom de Mademoiselle Cassandre Berthelot. Pouvez-vous me confirmer que vous êtes à l'origine de ce virement? 5 240 €. Le silence dans l'appartement était total. J'entendais le sang battre dans mes oreilles. Non, ai-je réussi à articuler? Non, ce n'est pas moi. Annulez-le. S'il vous plaît, annulez-le immédiatement. C'est bien ce que nous pensions, a dit l'homme, calme. La transaction a été initiée en ligne. Nous l'avons bloquée par mesure de sécurité. L'adresse IP utilisée pour la connexion est localisée à Écully. Écully. La maison de mes parents. Le téléphone m'a glissé des mains. Ils n'avaient pas seulement demandé. Ils n'avaient pas seulement insisté. Ils avaient essayé de prendre. Ils avaient essayé de me voler. Comment? Et puis je me suis souvenu. Le mot de passe. Je me suis assise sur le sol, tremblante. Ils avaient mon mot de passe. Honnêtement, que feriez-vous à ma place? Quand vous réalisez que votre propre famille, les gens qui sont censés vous protéger, sont ceux qui essaient de voler l'argent que vous avez si durement gagné. C'est une trahison à un niveau que je ne peux même pas décrire. Dites-moi dans les commentaires comment vous auriez réagi. Auriez-vous porté plainte? Coupé les ponts? Je veux savoir ce que vous en pensez. J'ai rappelé la banque. J'ai tout bloqué. J'ai changé mon mot de passe, mes questions de sécurité, tout. Mais le mal était fait. La confiance n'était pas seulement brisée, elle était pulvérisée, réduite en cendres. Puis, j'ai appelé ma mère. Elle a décroché à la 2e sonnerie, la voix enjouée. Bonjour chérie. Tu as essayé de prendre mon argent. Le silence à l'autre bout du fil a été ma réponse. Puis, un soupir. Un soupir agacé, comme si je la dérangeais. Oh, Léonie, ne sois pas si dramatique. Ton père pensait que tu serais d'accord de toute façon. C'est juste de l'argent.
Nous sommes une famille, après tout. Ce n'est pas une famille, ai-je dit, la voix froide comme la glace. C'est du vol. Vous avez de la chance que je n'appelle pas la police. La police? Pour ta propre famille? Mais tu es folle. Non, ai-je dit. Je suis lucide. Pour la première fois de ma vie. Ne m'appelez plus. Jamais. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué celui de mon père. J'ai bloqué Cassandre. J'ai regardé mon appartement, ce petit studio qui avait été mon refuge. Soudain, il me semblait vulnérable. Ils savaient où je vivais. Ils avaient mes informations. Je devais disparaître. Pas seulement changer mes mots de passe. Je devais changer de vie. Assise sur le sol froid de mon studio, je tremblais. Pas de colère, cette fois. C'était une sorte de deuil. Le deuil de la famille que j'avais toujours voulu avoir, et la réalisation de celle que j'avais réellement. Pourquoi avait-il mon mot de passe? La question tournait en boucle dans ma tête, même si je connaissais la réponse. Cela remontait à mes 16 ans. J'avais décroché mon premier petit boulot, à la boulangerie du coin. J'étais tellement fière de recevoir ma première paie. Mon père m'avait emmené à la banque pour ouvrir mon premier compte. Je me souviens de lui, assis à côté de moi, l'air si paternel. On va mettre en place l'accès en ligne, avait-il dit à la conseillère. Puis, il s'était tourné vers moi. Écoute, Léonie, je vais garder une copie de tes identifiants. Juste pour t'apprendre à bien gérer ton argent. Pour m'assurer que tu fais des économies intelligentes. C'est ce que font les bons parents. J'avais 16 ans. Je lui faisais confiance. Apprendre à gérer. Quelle blague. C'était une assurance. Une police d'assurance pour eux. Les souvenirs ont commencé à affluer, douloureux et clairs. Mon 18e anniversaire. J'avais économisé 300 € pour un nouveau vélo pour aller à l'université. La semaine de mon anniversaire, Cassandre avait été repérée pour un stage de mannequinat à Paris. Le voyage coûtait 300 €. Tu n'as pas vraiment besoin d'un vélo neuf, chérie, avait dit ma mère. Et c'est si important pour ta sœur. Quand j'avais protesté, mon père avait dit, ne sois pas égoïste, Léonie. C'est une opportunité unique pour elle. L'argent avait disparu de mon compte. On te le remboursera, avait-il dit. Ils ne l'ont jamais fait. 2 ans plus tard. J'avais reçu une bourse au mérite de l'université. 1000 €. Une somme énorme. J'avais prévu de l'utiliser pour un ordinateur portable plus performant. 2 jours après que l'argent soit arrivé, mon père m'a annoncé que le toit avait une fuite urgente. Il avait l'air si stressé. Je n'aime pas te demander ça, Léonie, mais tu es la seule sur qui on peut compter. Tu peux nous avancer les 1000 €? C'est une question de sécurité pour la maison. J'avais cédé. Le toit n'a jamais été réparé, mais curieusement, Cassandre a eu un nouveau sac à main de luxe et des vacances au ski cette année-là. À chaque fois, c'était la même chose. J'étais la responsable. J'étais celle sur qui on peut compter. Mais ce que j'entendais maintenant, c'était « tu es celle qui paie ». J'ai réalisé avec une horreur glaciale que je n'étais pas leur fille. J'étais leur plan B financier. Ma responsabilité n'était pas une qualité qu'ils admiraient, c'était une ressource qu'ils exploitaient. Mon invisibilité, ma nature silencieuse, c'était ce qui leur permettait de puiser dans mes ressources sans jamais avoir à affronter les conséquences de leur propre imprévoyance ou du favoritisme flagrant qu'ils avaient pour Cassandre. La tentative de vol de 5 240 € n'était pas une erreur de jugement. Ce n'était pas un moment de panique. C'était la continuation logique, l'étape suivante. Ils avaient vidé le compte courant de ma bonne volonté, alors ils passaient au compte épargne. Je me suis levée. La tristesse avait disparu, remplacée par une détermination froide. Le filet de sécurité venait de se rompre. Et je n'allais pas rester là pour amortir leur chute. Ma première décision n'a pas été de chercher un travail. Elle a été de déménager. J'ai appelé Margot. Allô? Léonie? Ça va? J'ai vu les photos de ta remise de diplôme, tu étais superbe.
Alors, ta famille t'a emmené au resto? J'ai éclaté en sanglots. Un flot incontrôlé de tout ce que j'avais retenu. Margot n'a pas posé de questions. Je suis là dans 20 minutes. Prépare un café. Quand elle est arrivée, je lui ai tout raconté. Les chaises vides. Marbella. Les 7400 €. La tentative de vol. Elle n'a pas semblé surprise. Elle m'a juste regardé, les yeux tristes. Je savais qu'ils étaient égoïstes, Léo. Mais à ce point. Ce sont des criminels. Je dois partir, Margot. Ils savent où je vis. Ok, a-t-elle dit, sans hésitation. On va te trouver un nouveau chez toi. Et cette fois, personne n'aura de double des clés. Le week-end suivant, nous l'avons passé à faire des cartons. Margot avait emprunté la camionnette de son cousin. C'était un sentiment étrange. Je ne leur avais pas dit que je partais. Je fuyais. Le déménagement a été une forme de thérapie. Chaque objet que je mettais dans un carton était une décision. Ce cadre photo de Cassandre et moi, où elle me sourit, parce qu'elle voulait que je lui prête mon pull préféré. Poubelle. Cette collection de tasses que ma mère m'avait donnée, les vieilles tasses dépareillées de la maison? Données à une œuvre de charité. Le bureau que mon père m'avait offert pour ma réussite au bac? Je l'ai laissé sur le trottoir. Je me suis souvenu qu'il l'avait récupéré aux encombrants et qu'il avait toujours une patte qui bougeait. Je n'ai gardé que mes livres, mes vêtements et mon diplôme. Margot m'a aidé à trouver un studio parfait. C'était dans le quartier de la Croix-Rousse. Un vieil immeuble de canuts, avec des poutres apparentes et une petite fenêtre donnant sur une cour intérieure. C'était plus petit que mon ancien studio, plus cher, et l'isolation était inexistante. Je l'adorais. C'était au 4e étage sans ascenseur. Aucune chance que ma mère vienne me rendre visite à l'improviste. Cette nuit-là, après avoir monté le dernier carton, Margot et moi nous sommes assises par terre, mangeant une pizza à même la boîte. « Tu es sûre que ça va aller ?» m'a-t-elle demandé. « Ça va aller », ai-je répondu. Et pour la première fois, je le pensais. Le lendemain, je suis allée à la banque. J'ai clôturé mon ancien compte et j'en ai ouvert un nouveau, dans une agence différente, avec de nouveaux codes, un nouveau mot de passe que même un génie ne pourrait pas deviner. J'ai pris un nouveau numéro de téléphone. J'ai changé mon adresse email personnelle. J'ai construit une forteresse. Les premières semaines ont été étranges. Chaque fois que mon téléphone sonnait, mon cœur faisait un bond. Mais ce n'était jamais eux. C'était Margot, ou une agence immobilière, ou un recruteur. J'étais seule. Mais je n'étais plus exploitée. C'était un début. J'avais construit un mur. J'étais en sécurité. C'est ce que je croyais. J'avais sous-estimé leur obsession pour l'image, et jusqu'où ils iraient pour me retrouver maintenant que leur source de financement facile avait disparu. 3 mois ont passé. 3 mois de silence radio. C'était l'été le plus étrange de ma vie. Je n'avais reçu aucun appel d'anniversaire de leur part en juillet. J'avais 23 ans et, officiellement, j'étais orpheline par choix. La vie reprenait ses droits. J'ai décroché un poste. Un poste de junior urbaniste dans un cabinet d'architecture et d'urbanisme réputé du 6e arrondissement de Lyon. Le salaire était correct, mais le travail était passionnant. J'ai trouvé un nouveau rythme. Métro. Boulot. Dodo. Je me suis plongée dans le travail avec une férocité que je ne me connaissais pas. C'était logique. C'était structuré. Si vous travailliez dur, vous étiez récompensé. Si vous faisiez une erreur, vous la corrigiez. Il n'y avait pas de favoritisme, pas de double standard. Ma supérieure, Madame Dubois, était une femme d'une 50aine d'années, toujours en tailleur-pantalon, les cheveux tirés en un chignon si serré qu'il semblait douloureux. Elle ne souriait jamais. Elle ne s'intéressait pas à nos vies personnelles. Elle s'intéressait aux résultats. Je l'admirais profondément. Elle m'avait confié un petit projet, une étude d'impact pour un nouveau lotissement à Caluire. C'était ma chance. J'ai commencé à nouer des liens prudents avec mes collègues. Surtout Étienne, un autre analyste projet, un peu plus âgé que moi,
qui avait un humour pince sans rire et une passion pour les maquettes 3D. La paix s'installait. Une paix fragile. J'avais presque oublié. Presque. Un mardi après-midi, je travaillais sur un plan de zonage quand une notification est apparue sur mon écran d'ordinateur. Un nouvel email. Ce n'était pas sur ma boîte personnelle, celle qu'il ne connaissait pas. C'était sur ma boîte professionnelle. l.berthelot@dubois-archi.com. L'expéditeur était Martine Berthelot. Ma mère. Mon sang s'est transformé en glace. Comment? Comment avait-il trouvé où je travaillais? C'était un cabinet privé, je n'avais rien posté sur LinkedIn, rien dit à personne. J'ai ouvert l'email, les mains tremblantes. L'objet était « Dîner de réconciliation ». Le corps du message était court. Léonie chérie. Cela fait 3 mois. C'est trop long. Ta sœur et ton père me manquent. Tu nous manques. Nous avons fait des erreurs. Nous voulons nous racheter. Viens dîner avec nous jeudi soir. Au restaurant La Mère Brasier. 20h, c'est nous qui invitons, bien sûr. Nous avons aussi une opportunité merveilleuse à te proposer. On t'aime. Maman. La Mère Brasier. Un des restaurants les plus chers, 2 étoiles Michelin, de Lyon. Eux, qui comptaient chaque centime, sauf ceux de Cassandre, voulaient m'inviter là-bas? Et puis cette phrase. Une opportunité merveilleuse à te proposer. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation. C'était un piège. Et cette fois, il m'avait trouvé là où j'étais le plus vulnérable, mon avenir professionnel. S'il pouvait m'envoyer un email ici, que pouvait-il faire d'autre? Appeler ma patronne? Venir au bureau? Je devais y aller. Non pas pour me réconcilier. Mais pour poser mes conditions. Une dernière fois. Jeudi soir. 20h, je suis arrivée devant La Mère Brasier. J'avais mis ma seule robe professionnelle, une robe noire simple mais élégante. J'avais l'impression de me rendre à un enterrement. Ou à une négociation hostile. Le maître d'hôtel m'a conduite à leur table. Ils étaient déjà là, tous les 3. Étrangement, ils étaient sur leur 31. Mon père portait une cravate. Ma mère avait mis son collier de perles. Et Cassandre? Cassandre portait une robe en soie qui, à elle seule, devait valoir 3 mois de mon loyer. Ils m'ont souri. De grands sourires forcés. Léonie, chérie. Tu es magnifique, s'est exclamée ma mère en se levant pour m'embrasser. Un nuage de parfum Chanel numéro 5 m'a enveloppée. J'ai tendu la joue, rigide. Bonsoir, ai-je dit, en m'asseyant. Le repas était une performance. Mon père parlait de la météo. Ma mère complimentait ma coiffure. Cassandre, étonnamment, restait silencieuse, un petit sourire satisfait collé aux lèvres. Aucune mention de la remise de diplôme. Aucune mention des 7400 €. Aucune mention de la tentative de vol. C'était comme si tout avait été effacé. C'était leur spécialité, l'amnésie sélective. Le sommelier est venu. Mon père a commandé une bouteille de Pouilly-Fuissé. Pour fêter nos retrouvailles. J'attendais. Je savais que ça allait venir. Et c'est arrivé au moment du plat principal. Entre la volaille de Bresse et le gratin de Cardon. Alors, a commencé mon père, en posant sa fourchette. Nous ne t'avons pas fait venir seulement pour le plaisir de te voir, même si c'est un plaisir, Léonie. Ma mère a pris le relais. Ta sœur a un projet. Un projet incroyable. Cassandre s'est enfin redressée. Elle a sorti un dossier rose poudré de son sac à main hors de prix et l'a fait glisser vers moi sur la nappe blanche. J'ai ouvert. C'était rempli de photos d'elle, de polices de caractères cursives et de graphiques en camembert aux couleurs pastel. Je lance ma propre marque, a-t-elle annoncé. Sarafina Wellness Boutique. Une boutique de bien-être, ai-je demandé, en feuilletant. Pas une boutique, m'a-t-elle corrigé, comme si j'étais idiote. Un concept. Un espace holistique. Des soins du visage au quartz rose, des bains de son, du yoga Kundalini. C'est l'avenir, Léonie.
Le bien-être de luxe. Je suis arrivée à la page « Plan de financement ». Elle était presque vide, à l'exception d'un seul chiffre. Nous avons trouvé le local parfait à la presqu'île, a dit mon père, son ton devenant soudain très professionnel. Le bail est prêt. L'architecte d'intérieur a fait des merveilles. Nous avons juste besoin du capital de départ, a dit ma mère. J'ai regardé le chiffre sur la page. Vous avez besoin de 200 000 €. Un investissement, a corrigé mon père. Un investissement pour la famille. Et nous avons pensé à toi. J'ai fermé le dossier. Pensez à moi? Pourquoi? Parce que tu es urbaniste, a dit ma mère, comme si c'était évident. Tu t'y connais en immobilier, en projet. Et tu as un bon travail maintenant. Tu pourrais facilement obtenir un prêt pour nous. Pour ta sœur. Cassandra sourit. Je te mettrai même dans le conseil d'administration, Léonie. Tu pourras gérer les chiffres. Tu adores ça, les chiffres. Le silence s'est installé. Ils me regardaient tous les trois, souriant, attendant. Je n'étais plus en colère. Je n'étais même plus triste. J'étais fatiguée. Profondément fatiguée. J'ai pris une gorgée de mon verre d'eau. Combien? Ai-je demandé. Combien quoi? A dit ma mère. Combien de vrais investisseurs vous ont dit non avant de penser à moi? Le sourire de mon père s'est figé. Léonie, ce n'est pas. Combien de banques ont ri en voyant ce dossier? J'ai tapoté le dossier rose. Vous avez essayé de me voler 5 000 € il y a 3 mois, et maintenant vous voulez que je vous trouve 200 000 €? Le visage de Cassandre est devenu rouge de colère. Tu ne comprends rien. C'est une vraie entreprise. Non, ai-je dit, ma voix calme et tranchante. C'est un caprice. C'est un autre voyage à Marbella, mais en plus grand. Je ne suis pas une investisseuse. Je suis une urbaniste. Et en tant que professionnelle, je peux vous dire que ce plan est une catastrophe financière. Vous n'avez aucune étude de marché, aucune projection réaliste. C'est juste, du rose. J'ai posé ma serviette sur la table. Merci pour le dîner. Léonie, assieds-toi, a sifflé mon père, furieux. Tu ne vas pas nous faire ça. Je vous ai déjà dit non. Apparemment, il faut que je le répète. Ne me contactez plus jamais. Surtout pas à mon adresse professionnelle. Si vous le faites, je considérerai cela comme du harcèlement. Je me suis levée. J'ai laissé l'addition de 400 € sur la table. En sortant du restaurant, l'air frais de Lyon m'a frappé le visage. Je pensais avoir gagné la bataille. J'avais été claire. J'avais été forte. Je n'avais pas réalisé que je venais de leur donner une nouvelle arme. J'avais refusé d'être leur banque. Ils allaient donc s'assurer que je ne puisse plus jamais être celle de personne. J'avais sous-estimé la cruauté de la diffamation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? 2 jours. C'est le temps qu'il a fallu. J'étais au bureau, en train de finaliser mon rapport sur le projet de Caluire, quand mon téléphone a vibré. C'était Margot. Pas un SMS. Un lien direct vers Instagram. Le message de Margot disait juste « Oh. Mon Dieu. Regarde ça. Et ne casse rien. » J'ai cliqué. C'était une vidéo. Une réelle de Cassandre. Elle n'était pas dans un décor de luxe. Elle était dans sa chambre, apparemment sans maquillage, même si je savais que c'était le fameux « no make-up look » qui prenait 1 heure. La vidéo a commencé. Musique de piano triste en fond. Cassandre regardait la caméra, les yeux brillants de larmes contenues. « Salut tout le monde » a-t-elle commencé, la voix tremblante. Je ne fais jamais ça. Je veux toujours être positive pour vous. Mais aujourd'hui, c'est dur. Elle a pris une grande inspiration. Vous savez que je travaille sur mon rêve. Mon projet de bien-être, Sarafina. C'est toute ma vie. J'y mets mon âme. Gros plan sur ses yeux. Une larme coule. Cette semaine,
j'ai présenté mon projet à quelqu'un en qui j'avais une confiance absolue. Quelqu'un qui, je pensais, serait mon plus grand soutien. Quelqu'un de ma propre famille. Mon cœur a commencé à battre à tout rompre. Non. Elle n'osait pas. Et cette personne, elle m'a détruite. Elle a sangloté. Elle m'a dit que mon rêve était un caprice. Que j'étais une catastrophe financière. Elle a ri de moi. La caméra a zoomé. C'est une chose d'être critiqué par des inconnus. C'en est une autre de l'être par sa propre sœur. Elle n'avait pas dit mon nom. Elle n'en avait pas besoin. Elle a toujours été jalouse, a continué Cassandre, essuyant ses larmes. Jalouse de tout ce que j'entreprenais. Et maintenant, elle utilise sa nouvelle position, son nouveau travail sérieux, pour me rabaisser, moi et tous ceux qui osent rêver. Elle a terminé en regardant droit dans l'objectif. Mais je ne la laisserai pas gagner. Je construirai Sarafina. Pour vous. Parce que contrairement à elle, je crois en quelque chose de plus grand que les chiffres. Fin de la vidéo. Je suis resté figé. L'onglet des commentaires était ouvert. Il y en avait des milliers. Quelle sœur horrible. Courage Cassandre. C'est de la pure jalousie. Elle est toxique. Quel genre de monstre fait ça à sa propre sœur? Elle est urbaniste? Probablement une de ces personnes froides et sans cœur qui détruisent nos villes. Ce dernier commentaire m'a frappé. Elle ne s'attaquait pas seulement à moi. Elle s'attaquait à ma profession. Margot a appelé. Léo, ne réponds pas. Ne fais rien. C'est ce qu'elle veut. Elle m'a traité de monstre, ai-je murmuré. C'est une manipulatrice narcissique. Bloque-la. Mais c'était trop tard. La vidéo avait 50 000 vues. Et je savais, avec une certitude absolue, que ce n'était pas seulement pour ses abonnés. C'était un message. Un avertissement. Elle avait fait de moi la méchante de son histoire. Et dans le tribunal d'Internet, j'avais déjà été jugé coupable. J'ai soudain eu très peur. Ce n'était plus une querelle de famille. C'était une exécution publique. Et elle n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Le lundi suivant, l'ambiance au bureau était étrange. Les gens me disaient bonjour, mais détournaient le regard un peu trop vite. Étienne, qui d'habitude venait me chercher pour la pause café, est parti sans moi. Je me suis dit que je paranoïais. Puis, à 11 heures, j'ai été convoquée dans le bureau de Madame Dubois. Elle n'a pas tourné autour du pot. Elle m'a montré son écran d'ordinateur. C'était un email, transféré par un client important, celui du projet de Caluire. L'email contenait un lien vers la vidéo de Cassandre. Madame Berthelot, a-t-elle dit, son ton plus glacial que d'habitude. Expliquez-moi cela. J'ai senti le rouge me monter aux joues. Madame, c'est une affaire personnelle. Un drame familial. Ma sœur, elle vous accuse d'être jalouse, calculatrice et destructrice, m'a-t-elle coupé. Je me fiche de vos drames familiaux, Berthelot. Mais je m'en soucie quand mon client reçoit ça, et qu'il commence à se demander si la personne en charge de son projet est émotionnellement stable, point. J'étais sans voix. Je vous assure, madame, cela n'a rien à voir avec mon travail. Prouvez-le, a-t-elle dit. Mais ce n'est pas tout. Elle m'a montré autre chose. Une page Facebook. Un groupe local, contre le projet béton de Caluire. Le groupe avait été créé il y a 48 heures. Il avait déjà 2000 membres. Je l'ai parcouru. Les publications étaient hystériques. Ils vont raser nos arbres. Un projet sans âme. Conçu par des technocrates froids et calculateurs. C'étaient les mêmes mots. Les mêmes que Cassandre avait utilisés pour me décrire. Elle est derrière ça, ai-je dit. Elle utilise son influence pour saboter mon projet. Madame Dubois m'a regardé longuement. Ou alors, dit-elle lentement. Vous êtes réellement incompétente pour gérer la communication d'un projet sensible, et votre sœur dit la vérité sur votre manque d'empathie. Dans les deux cas, j'ai un problème. J'ai vacillé. Elle ne me croyait pas. Vous avez une semaine, a-t-elle dit. Une semaine pour régler ça. Nous avons une réunion publique avec les résidents lundi prochain.
Si vous ne les convainquez pas, je vous retire du projet. Je suis sortie de son bureau, les jambes en coton. Étienne m'attendait près de mon poste. Il avait l'air mal à l'aise. J'ai vu la vidéo, a-t-il dit. Étienne, ce n'est pas ce que tu crois. Écoute, Léonie, m'a-t-il coupé, et sa voix était dure, ce qui ne lui ressemblait pas. Je ne sais pas ce qui est vrai ou non dans ton histoire de famille. Honnêtement, ça ne me regarde pas. Mais ce que je vois, c'est que notre projet est en train de prendre l'eau. Tu as laissé tes problèmes personnels déborder sur ton travail. Madame Dubois a raison. Comment peut-on te faire confiance pour gérer un projet communautaire si tu ne sais même pas gérer un conflit avec ta propre sœur? J'étais piégée. Ils avaient réussi. Ils avaient tissé une toile si parfaite que tout ce que je disais ressemblait à une excuse. J'avais perdu ma famille. J'étais sur le point de perdre ma carrière. J'ai regardé mon écran d'ordinateur, le plan de Caluire affiché. Ils voulaient me détruire. Je n'avais plus qu'une seule chance de tout sauver. Et je n'allais pas la gâcher. Cette semaine-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas appelé Margot pour me plaindre. Je n'ai pas regardé la vidéo de Cassandre en boucle. Je me suis battue. J'ai compris une chose, je ne pouvais pas gagner le match de l'émotion. Cassandre était une professionnelle de la victimisation. J'allais gagner sur mon propre terrain, celui des faits. Pendant que la campagne de diffamation faisait rage en ligne, j'ai travaillé. J'ai disséqué chaque critique, chaque mensonge posté dans ce groupe Facebook. Ils vont raser 50 arbres centenaires. Faux. J'ai imprimé le plan de masse. Le projet préservait 95% des arbres existants et en plantait 70 nouveaux. C'est un projet de luxe pour les riches. Faux. J'ai sorti les plans de financement. 30% du projet était dédié au logement social, conformément à la loi SRU. C'est du béton sans âme. J'ai travaillé avec l'architecte pour créer de nouvelles maquettes 3D, mettant en avant les toits végétalisés, les sentiers pédestres et l'aire de jeu pour enfants. Des données. Pas du drame. Je n'ai pas essayé de contacter Cassandre. Je n'ai pas répondu au troll. J'ai préparé la meilleure présentation de ma vie. Étienne m'observait de loin. Jeudi, il s'est approché de mon bureau, tard dans la soirée. Il a regardé la maquette 3D sur mon écran. C'est bien, a-t-il dit. Ce n'est pas bien, Étienne, ai-je répondu, sans lever les yeux. C'est la vérité. Tu devrais montrer ça à Madame Dubois, a-t-il dit. Je vais montrer ça aux résidents, ai-je répliqué. Lundi soir. La salle des fêtes de Caluire était bondée. L'air était électrique. Je voyais les visages hostiles au premier rang. J'ai même cru apercevoir une des amies de Cassandre en train de filmer avec son téléphone. Madame Dubois était là, au fond, les bras croisés. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai commencé. Je n'ai pas parlé de ma sœur. Je n'ai pas parlé de diffamation. J'ai parlé d'eux. De leur quartier. J'ai projeté les faits. Les chiffres. Les plans. J'ai montré la maquette 3D. J'ai expliqué, point par point, comment chaque critique était basée sur une information erronée. On vous a dit que nous étions froids et calculateurs. Je vais vous montrer ce que nous avons calculé. J'ai montré le plan de circulation douce, la crèche intégrée, le parc public. Pendant 1 heure, j'ai parlé avec une passion que je ne me connaissais pas. La passion de mon travail. Quand j'ai terminé, il y a eu un silence. Puis, une femme au premier rang, celle qui avait le plus crié sur la page Facebook, s'est levée. Donc, vous n'allez pas couper l'arbre de mon grand-père? Non, madame, ai-je dit. Nous construisons autour. Il est le cœur du projet. Elle s'est assise. Et puis, quelqu'un a applaudi. Puis un autre. À la fin de la réunion, les gens venaient me voir, me poser des questions, me remercier pour la transparence. Madame Dubois s'est approchée. Elle m'a regardé. Pas mal, Berthelot. C'était le plus grand compliment qu'elle m'ait jamais fait. Alors que je rangeais mon ordinateur, Étienne est venu m'aider. Léonie, a-t-il dit, l'air contrit. J'ai eu des doutes. J'ai été un idiot. Ce que tu as fait ce soir,
c'était brillant. Merci, Étienne. J'apprécie. J'avais sauvé mon projet. J'avais gagné leur respect. J'avais gagné. Mais alors que je rentrais chez moi, cette victoire avait un goût étrange. J'avais gagné seul. J'avais prouvé ma valeur professionnelle, mais je n'avais personne avec qui la partager, à part Margot qui m'attendait avec une bouteille de vin. Était-ce là tout ce qui m'attendait? Une vie de bataille solitaire? Les 6 mois suivants ont été un tourbillon. Le projet de Caluire, Sauver des eaux, est devenu un modèle pour l'entreprise. Madame Dubois, dans un élan de générosité post-victoire, m'a confié de plus en plus de responsabilités. Ma relation avec Étienne s'était transformée en une solide amitié professionnelle, basée sur un respect mutuel. Ma famille? Silence total. La vidéo de Cassandre avait discrètement disparu d'Instagram quelques jours après la réunion publique. J'imagine que ses abonnés avaient commencé à poser des questions gênantes. Le projet Sarafina Wellness semblait s'être évaporé, tout comme les 200 000 € qu'ils espéraient. Je ne savais pas ce qu'ils faisaient, et pour la première fois de ma vie, je ne m'en souciais pas. Un jour, Madame Dubois m'a appelé. Berthelot. Le salon de l'urbanisme de Lyon a lieu le mois prochain. Ils veulent un intervenant de notre cabinet pour parler de l'intégration communautaire dans les nouveaux projets. D'accord, ai-je dit. Vous voulez que je prépare un dossier pour vous? Elle a presque souri. Non. C'est vous qui y allez. Vous parlerez du projet Caluire. Ne me décevez pas. Le jour J. J'étais dans les coulisses du centre de congrès. Cette fois, ce n'était pas un petit amphithéâtre universitaire. C'était une vraie scène, avec des projecteurs, un micro-cravate et 500 professionnels dans la salle. J'ai regardé ma présentation. Construire avec la communauté, pas contre elle. Mon nom a été appelé. Veuillez accueillir Léonie Berthelot. Je suis montée sur scène. La lumière m'a aveuglé une seconde. Puis j'ai regardé le public. Et je les ai vus. Au 3e rang. Margot, qui me faisait un clin d'œil. À côté d'elle, Étienne, qui m'a levé le pouce. J'ai souri. Un vrai sourire. Pendant 20 minutes, j'ai parlé. J'ai parlé de mon projet. J'ai parlé de l'échec initial, de la campagne de désinformation, sans nommer personne, bien sûr. J'ai parlé de l'importance de la transparence, de l'écoute et des faits. Mais surtout, j'ai parlé de ce que j'avais appris. J'ai parlé de l'importance de construire des fondations saines dans un projet et de définir des limites claires. J'ai dit que parfois, les structures les plus importantes que nous construisons ne sont pas en béton, mais les limites que nous fixons pour protéger notre intégrité. Quand j'ai terminé, les applaudissements ont été nourris. Des gens se sont levés. Ce n'étaient pas les applaudissements polis d'une remise de diplôme. C'étaient des applaudissements de respect. En descendant de scène, un homme plus âgé, le directeur d'un grand cabinet concurrent, m'a serré la main. Remarquable, jeune femme. Absolument remarquable. Cette fois, il n'y avait aucune chaise vide. Il n'y avait pas de téléphone qui vibrait frénétiquement. Il y avait juste moi, mon travail, et la reconnaissance de mes pairs. J'avais enfin obtenu l'approbation que j'avais cherchée toute ma vie. Et j'ai réalisé quelque chose d'incroyable, ce n'était plus de l'approbation de ma famille dont j'avais besoin. La mienne, et celle de ces gens, me suffisaient amplement. Nous étions fin juin. 1 an, jour pour jour, après ma remise de diplôme. Je n'y avais même pas pensé jusqu'à ce que Margot m'envoie un SMS. Bon anniversaire de la liberté. Ça se fête. Ce soir-là, nous n'étions pas dans un restaurant étoilé. Nous étions sur le toit de mon immeuble à la Croix-Rousse. J'avais sorti une table pliante, quelques guirlandes lumineuses, et commandé des pizzas. Il y avait Margot, bien sûr. Il y avait Étienne. Il y avait 2 autres amis que je m'étais faites. Nous étions 5. 5 personnes sur un toit, buvant du vin bon marché dans des gobelets en plastique, avec vue sur les lumières de Lyon. Ironiquement, c'était le même nombre que les chaises vides de l'année dernière. Nous rions d'une blague d'Étienne quand j'ai levé mon gobelet. Je veux porter un toast, ai-je dit. Tout le monde s'est tu. Il y a 1 an, j'ai eu mon diplôme.
Et personne n'est venu. J'ai cru que c'était la fin de tout. Mais en fait, j'ai regardé autour de moi, c'était le début. J'ai sorti mon téléphone. Je veux vous lire quelque chose. J'ai reçu cet email la semaine dernière. C'est d'une inconnue. Une jeune femme de Lille. J'ai lu, bonjour Léonie. Vous ne me connaissez pas. Je suis tombée sur un vieux post LinkedIn de vous, très discret, où vous parliez de l'importance de protéger ses frontières professionnelles et personnelles. J'étais dans une situation familiale toxique, où j'étais la responsable de tout. Votre poste m'a donné le courage de dire non. J'ai déménagé la semaine dernière. C'est terrifiant. Mais je voulais vous remercier. Vous m'avez aidé à me choisir. J'ai relevé les yeux. Margot avait les larmes aux yeux. Mon diplôme est accroché dans ma cuisine maintenant, ai-je dit. Je le regarde tous les jours. Pas parce qu'il prouve que je suis intelligente. Mais parce qu'il me rappelle le jour où j'ai arrêté d'attendre leur approbation. Margot a levé son verre. À Léonie, a-t-elle crié. L'urbaniste qui a enfin compris que le projet le plus important, c'était elle-même. Nous avons ri et trinqué. J'ai regardé les lumières de la ville. Je n'avais plus de parents au sens traditionnel. Je n'avais pas de sœur. Mais j'avais ça. J'avais cette famille que j'avais choisie. Des gens qui m'avaient vu à mon pire, et qui étaient quand même venus s'asseoir sur mon toit pour manger une pizza froide. J'ai arrêté d'attendre que ces 5 chaises vides se remplissent. J'ai réalisé qu'elles n'étaient pas vides du tout. Elles étaient l'espace dont j'avais besoin pour construire quelque chose de nouveau. Mon histoire a commencé par une trahison, mais elle se termine par une reconstruction. J'ai dû perdre la famille dans laquelle je suis née pour trouver celle que je méritais. Et vous? Avez-vous déjà dû faire le choix difficile de vous éloigner pour vous protéger? Avez-vous dû reconstruire votre vie à partir de zéro? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Où avez-vous trouvé votre famille choisie? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne, et de vous abonner pour plus d'histoires sur la résilience et le courage de se choisir. Votre expérience peut être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver son propre chemin. Rappelez-vous, certaines histoires ne parlent pas de regagner les gens. Elles parlent de s'éloigner et de réaliser qu'on était déjà complet depuis le début.